C'est quoi la philo? Ça, c'est une question fichtrement difficile. Mais comme je suis très fort, je vais malgré tout y répondre en 30 minutes environ. On va commencer par l'étymologie. Si vous regardez le mot philosophie, vous vous apercevrez qu'il y a 2 fois les lettres PH dedans. Qu'est-ce que ça indique? Ça indique que ça vient du grec. Alors attention, il n'y a pas de Y dans philosophie. C'est déjà assez grec comme ça, c'est pas la peine d'en rajouter. Le mot philosophie a été inventé par des Grecs. Ça ne veut pas dire que la philosophie elle-même soit une invention des Grecs. Dans la civilisation indienne, par exemple, qui est plus ancienne encore, il y avait déjà certaines formes de philosophie. Par contre, le mot lui-même est d'origine grecque. D'après un certain Diogène Laërce, ce serait Pythagore, le célèbre mathématicien et philosophe, dont vous connaissez le théorème, qui aurait inventé le mot philosophe. Il aurait dit de lui-même « Je ne suis pas sophos, je suis philosophos ». Alors qu'est-ce que ça veut dire? Sophos, c'est la même racine que Sophia, qui a donné le prénom Sophie en français, et Sophia, c'est la sagesse, ou on peut traduire aussi ça par le savoir. Quelqu'un qui est sage, c'est celui qui sait en tout cas les choses essentielles de la vie, qui sait comment distinguer le vrai du faux, qui sait sortir des illusions. C'est quelqu'un qui sait également la différence entre le bien et le mal, qui sait la voie qui mène au bonheur. La sagesse est une forme de savoir. Quant à la racine philo, qu'on trouve par exemple dans le prénom Philippe, Philippe, ça veut dire l'ami des chevaux, celui qui aime les chevaux. La racine philo, donc, signifie amour ou amitié. Pythagore, donc, voulait dire la chose suivante. Je ne suis pas sophos, sage, savant, je suis philosophos, c'est-à-dire philosophe, ami de la sagesse, ami du savoir, ou encore amoureux de la sagesse. La philosophie, donc, peut se traduire par l'expression suivante, amour de la sagesse ou du savoir. Quand on est amoureux de quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'on a réussi à le séduire. On peut très bien être un amoureux et en même temps être très loin de la personne qu'on aime. Il en va de même pour la philosophie. Être philosophe, cela veut dire vouloir devenir sage, aimer la sagesse, et c'est en même temps avouer, reconnaître qu'on n'est pas sage, qu'on n'est pas savant. Donc se dire philosophe, c'est au fond avouer très modestement qu'on aimerait bien sortir de son ignorance. Ceci nous amène à une définition de la philosophie. Voilà la définition que je propose. La philosophie, c'est un effort pour aller au-delà des opinions ou croyances et pour atteindre ainsi un savoir authentique. Alors je vais commenter un petit peu cette définition. D'abord, il y a le mot effort dedans. C'est un effort, ça ne veut pas dire qu'on y arrive forcément. On verra au cours de l'année, je pense que les philosophes, même les plus grands, même les plus intelligents, sont parfois restés prisonniers de certains préjugés. On n'arrive pas à se débarrasser entièrement de ces préjugés. Alors maintenant, opinion, croyance, qu'est-ce que ça signifie? Je ne prends pas ces 2 termes différemment l'un de l'autre. Je veux dire par là que je les considère comme synonymes. Croyance a souvent une connotation religieuse, mais ce ne sera pas le cas quand j'emploierai ce mot. Ça peut renvoyer à toute forme de croyance, qu'elle soit religieuse, politique, morale ou autre. Une opinion ou une croyance, c'est une idée à laquelle on adhère, une idée qu'on considère comme vraie, alors qu'elle ne l'est pas forcément. Pourquoi est-ce qu'elle ne l'est pas forcément? Parce qu'elle n'est pas prouvée, ou du moins elle n'est pas prouvée solidement, elle ne repose pas sur des preuves absolument convaincantes. Il y a des philosophes, par exemple, qui ont essayé de montrer l'existence de Dieu, ou même de démontrer l'existence de Dieu. D'autres philosophes ont dit cette démonstration n'est pas
n'est pas complètement convaincante. Il y a quelque chose qui manque pour que vraiment elle soit convaincante. Une croyance n'est pas non plus quelque chose d'évident. Ça peut avoir l'air évident, on peut avoir l'impression que ça va de soi, mais ce n'est pas du tout évident. Le savoir authentique, le savoir qui mérite vraiment le nom de savoir, au contraire, c'est soit une idée évidente, tellement évidente qu'on ne peut pas la mettre en doute, soit une idée qui a été prouvée de façon rigoureuse. C'est notamment le cas dans les sciences. Parmi les croyances et les opinions dont il s'agit de s'éloigner pour se diriger vers le savoir authentique, il y en a certaines que les philosophes critiquent particulièrement, ce sont les préjugés. Alors quand je dis qu'ils les critiquent, ça ne veut pas forcément dire qu'ils les rejettent entièrement. Critiquer, ça veut dire analyser, examiner la valeur de quelque chose, en particulier d'une idée. Alors qu'est-ce que c'est qu'un préjugé ? Un préjugé, c'est d'abord, on pourrait dire, quelque chose qui est toujours présent dans les croyances, dans les opinions. Les opinions et les croyances, même lorsqu'elles reposent sur une argumentation, cette argumentation n'est jamais complètement convaincante, je l'ai dit tout à l'heure. Il y a toujours un fondement qui lui-même n'est pas démontré, n'est pas argumenté. Il y a toujours quelque chose auquel on croit, sans l'avoir du tout vérifié. C'est quelque chose qu'on appelle un préjugé. Un préjugé, donc, c'est une idée qui a été admise sans vérification. C'est une idée toute faite, une idée préconçue, préjugée, c'est-à-dire jugée à l'avance, considérée à l'avance comme vraie, alors qu'elle ne l'est pas forcément. Pourquoi est-ce que c'est si important de lutter contre les préjugés ? Eh bien parce que sans cette lutte contre les préjugés, nous avons l'impression de savoir véritablement la différence entre le vrai et le faux, alors qu'en fait, nous ne sommes pas savants, nous sommes encore ignorants. Même si par hasard nos préjugés sont vrais, eh bien en fait, nous ne savons pas pourquoi ils sont vrais. Et donc, c'est un petit peu par hasard, comme je l'ai dit, que nous sommes dans le juste, nous sommes dans le vrai. Pour aimer la sophia, c'est-à-dire la sagesse ou le savoir, pour être donc philosophe, il faut prendre conscience de son ignorance, ce qui implique de cesser d'être prisonnier de ses préjugés. On peut donc définir la philosophie d'une manière un petit peu plus simple que ce que j'ai dit tout à l'heure. Cette deuxième définition venant compléter la première, la philosophie, je la définirais comme un effort pour penser sans préjugés. Une dernière chose sur cette question des préjugés, j'insiste sur le fait que le mot préjugé a un sens beaucoup plus large que celui auquel on lui attribue, qu'on lui attribue généralement. En général, quand on pense à préjugé, on pense à une idée péjorative, défavorable, concernant des êtres humains. Or, un préjugé ne concerne pas toujours des êtres humains. Si vous pensez par exemple que la Terre est immobile, simplement parce que vous n'avez jamais réfléchi à la question et parce que vous ne sentez pas le mouvement de la Terre, là vous êtes victime d'un préjugé. Mais on pourrait dire la même chose de quelqu'un qui pense que la Terre est en mouvement, simplement parce qu'on le lui a dit quand il était petit. Bon, il a cru sur parole les gens qui lui ont dit, mais il n'a jamais vraiment réfléchi, il n'a pas véritablement d'argument pour étayer sa croyance. Là, on peut dire qu'il y a aussi une forme de préjugé, même si le deuxième préjugé est plus vrai, plus exact que le premier. Donc vous voyez que le préjugé ne concerne pas simplement des gens, ça peut concerner aussi des choses, comme la Terre. Ensuite, le préjugé n'est pas uniquement un jugement défavorable. On pense en général aux préjugés
sexistes, racistes, enfin tous les préjugés qui entraînent des discriminations entre les êtres humains. Mais un préjugé peut également être favorable. Peut-être qu'un jour, on va vous embaucher dans une entreprise, simplement parce que vous avez une petite gueule bien sympathique, comme dirait Brassens. Donc là, on ne s'est pas basé sur des arguments solides pour vous embaucher, on s'est simplement fié à des apparences, donc quelque chose d'extrêmement fragile. Ce sera ensuite à vous de montrer par votre travail qu'on a eu raison de vous faire confiance. Mais peut-être que cette confiance a été mal placée, aura été mal placée. J'ai parlé à l'instant de préjugés racistes. Si quelqu'un est raciste, c'est qu'il considère qu'il y a des groupes humains qu'il appelle des races, et que certains sont inférieurs à d'autres. Alors là, évidemment, il y a un préjugé défavorable. Mais qui dit racisme dit aussi croyance en des races supérieures. Et donc là, il y a des préjugés favorables. Et en général, les racistes, d'ailleurs, ont une très haute opinion d'eux-mêmes. En tout cas, ils ont une haute opinion d'eux-mêmes en tant qu'ils appartiennent à une race soi-disant supérieure. Donc, on le voit bien, le préjugé, c'est très très large, ça peut concerner aussi bien des choses que des gens, ça peut être un jugement aussi bien négatif que positif, voire même ça peut être un jugement neutre. Si je dis par exemple, bon, les baleines sont des poissons, c'est ni positif ni négatif, c'est simplement un jugement, en l'occurrence qui n'est pas exact, mais c'est un jugement qui s'appuie sur des apparences, qui n'a fait l'objet d'aucune vérification. Donc ce n'est ni un savoir, ni une croyance étayée par des arguments, c'est un simple préjugé. J'en profite pour parler un tout petit peu du rapport entre philosophie et science. Pourquoi ? Parce que si vous avez un tout petit peu de connaissance des sciences, ou du moins d'une science, ça peut être les mathématiques, la physique, l'économie, la biologie, eh bien, vous saurez que les scientifiques passent leur temps à combattre les préjugés. Non seulement les préjugés du grand public, mais également leurs propres préjugés. Un scientifique doit, d'une certaine manière, se faire violence à lui-même pour progresser dans sa science. C'est grâce à des scientifiques, par exemple, que nous savons aujourd'hui que la Terre est en mouvement. Il a fallu un long travail pour mettre en évidence ce mouvement de la Terre. Ça ne va pas de soi. Donc il y a un rapprochement assez facile à faire entre philosophie et science. Et d'ailleurs, pendant longtemps, la distinction entre philosophie et science n'était pas très nette. Il y a eu de grands philosophes qui étaient de grands scientifiques et vice-versa. Un exemple, notre fameux Descartes national, René Descartes, grand mathématicien, physicien et philosophe. Mais il y en a eu d'autres. Alors maintenant, la différence, en fait, il y en a certainement plusieurs, mais enfin, disons, la différence que j'aimerais mettre en avant pour distinguer philosophie et science, c'est la suivante. La philosophie est généraliste, c'est-à-dire qu'elle s'occupe d'un grand nombre de domaines. Elle ne s'est pas spécialisée dans un domaine très spécifique, alors que la science, au fur et à mesure qu'elle a progressé, elle s'est de plus en plus subdivisée en des sciences particulières. J'ai parlé tout à l'heure de la physique, de la biologie, de l'économie, il y en a plein. Et à l'intérieur même de chacune de ces sciences, il y a des rameaux, il y a des branches différentes. Chaque biologiste, par exemple, n'étudie pas forcément la même chose que les autres. Chaque économiste n'étudie pas forcément le même domaine de l'économie que les autres. Donc il y a à chaque fois des domaines différents, mais également des méthodes différentes. Donc c'est une des différences qui peut exister entre philosophie et science. Si on a un peu le temps cette année, on pourra éventuellement parler d'autres différences qui existent. J'aimerais maintenant vous parler d'un exemple de philosophe pour vous faire comprendre ce que ça signifie combattre les préjugés et critiquer les opinions, les croyances. Cet exemple, c'est celui de Socrate, un philosophe athénien du 5e siècle avant Jésus-Christ.
qu'on peut voir sur ce tableau, peint par le peintre français David. Alors, c'est un tableau un petit peu énigmatique quand on ne connaît pas l'histoire de Socrate. Qu'est-ce que c'est que cette coupe là qu'il s'apprête à prendre? Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui ont l'air tristes? Pourquoi est-ce que Socrate montre le ciel du doigt? Alors, pour répondre à toutes ces questions, on peut lire un dialogue de Platon, qui est le plus célèbre disciple de Socrate, où Platon raconte les derniers moments de la vie de Socrate, le dernier dialogue qu'il a eu avec ses disciples. Socrate, sur ce tableau, on le voit, s'apprête à boire un breuvage, qui est en fait du poison. C'est pour ça que une partie des disciples est complètement effondrée, complètement en larmes. Socrate lui-même a l'air tout à fait serein, il montre le ciel du doigt, symboliquement, ça veut dire qu'il montre une réalité supérieure à la réalité visible, à la réalité matérielle. Socrate, d'après Platon, était persuadé que l'âme était immortelle, et donc que la mort n'était pas à craindre. C'est pour ça qu'il va boire le poison en toute sérénité, sans trembler, sans avoir peur, contrairement à ses disciples qui sont complètement tristes, effondrés de perdre leur maître bien-aimé. Laissons de côté cette histoire d'immortalité de l'âme et de mort de Socrate. Ça, ce qui m'intéresse surtout, c'est de comprendre pourquoi il a bu ce poison. Alors là, il faut se référer à un autre dialogue de Platon, qui s'appelle l'Apologie de Socrate, et on apprend que Socrate a été condamné à mort par ses concitoyens. Alors il y a de multiples raisons à cela. Des raisons officielles, on l'accusait d'avoir une mauvaise influence sur la jeunesse, de corrompre la jeunesse. On l'accusait de vouloir modifier la religion de son temps, de sa cité, en introduisant notamment de nouveaux dieux. Au-delà de ces prétextes, il y a probablement un règlement de compte politique. J'en parlerai peut-être un peu plus tard au cours de l'année. Socrate était très très critique à l'égard de la démocratie et ça pouvait déplaire à une partie de ses concitoyens. Je n'entre pas dans les détails, ça nous mènerait trop loin. Il y a également une autre raison qui pourrait expliquer la haine dont Socrate a été victime de la part de ses concitoyens. Lors de son procès, loin de battre sa coulpe, c'est-à-dire de dire excusez-moi les mecs, j'ai un peu déconné là, j'avoue que j'aurais pas dû faire ce que j'ai fait, je vous demande pardon. Bon, loin de battre sa coulpe donc, loin de faire profil bas, Socrate va dire non seulement je ne mérite pas d'être condamné, mais je mérite d'être récompensé par la cité d'Athènes. Je suis en effet un bienfaiteur de la cité. Pourquoi? Parce que je suis d'une certaine manière l'homme le plus sage de toute la Grèce. Alors Socrate explique, ça ne veut pas dire qu'il sait beaucoup de choses. Au contraire, il a le sentiment, il a la certitude même de ne rien savoir, ou presque. Mais il a conscience de son ignorance. Il sait qu'il ne sait rien, ou très peu de choses. Et c'est en cela qu'il est supérieur à la plupart de ses contemporains, sinon de tous. Socrate, lorsqu'il discutait avec ses contemporains, qu'ils fussent d'Athènes ou d'autres cités grecques, aimait à leur poser des questions en apparence modestes et anodines, mais qui en fait faisaient prendre conscience à ses interlocuteurs qu'ils ne savaient rien. Ils croyaient souvent savoir plein de choses, ils croyaient être très habiles, très savants, dans différents domaines, politiques, techniques, artistiques, etc., alors qu'en réalité, leurs pensées étaient confuses, mal argumentées, souvent fausses. Une des techniques favorites de Socrate, c'était de mettre ses interlocuteurs en contradiction avec eux-mêmes. Il leur disait ainsi, là, tu viens de dire ça, mais il y a 5 minutes, tu disais exactement le contraire, souviens-toi. Donc Socrate, un petit peu comme un policier qui interroge un témoin et puis qui le surprend en train de se contredire lui-même, il disait, mais là, il y a forcément quelque chose de faux dans ce que tu as dit. Tu peux pas dire une chose et en même temps son contraire. C'est pas possible.
Donc Socrate mettait ses interlocuteurs dans l'embarras. Alors certains se disaient, c'est merveilleux, ce type très intelligent m'a permis de devenir un petit peu plus sage, un peu plus savant, un peu moins ignorant. Au moins maintenant, je vais pouvoir, en ayant pris conscience que mes croyances n'étaient que des croyances et pas un savoir, eh bien, je vais pouvoir me mettre en route vers le savoir. Je vais pouvoir, m'approcher davantage de la vérité et du savoir authentique. D'autres, au contraire, d'autres interlocuteurs éprouvaient un agacement, pour ne pas dire plus, à l'égard de Socrate. Alors pourquoi? Il me semble qu'il y a deux raisons qu'on peut invoquer. Une première raison, c'est que l'amour-propre, dans ce genre de discussion, en prend un sacré coup. Surtout si on occupe dans la société une position prestigieuse, ce qui était parfois le cas. Dans les dialogues écrits par Platon, qui mettent en scène son maître Socrate, on voit que Socrate parle parfois à des gens qui ont énormément de prestige. Alors ça peut être des politiciens très habiles et très connus, ça peut être des maîtres de rhétorique, des orateurs, des gens qui savent très bien parler, ça peut être des gens très savants qu'on appelait les sophistes, on retrouve la racine sophia, le savoir ou la sagesse. Et Socrate, malgré son apparence modeste, il n'était pas beau, ce qui pour les Grecs était presque un crime, étant donné le culte que les Grecs vouaient à la beauté. Socrate, en apparence, ne parlait pas très bien, il n'avait pas un très grand talent rhétorique. Donc malgré cette apparence peu reluisante, Socrate, de manière très habile, arrivait à faire prendre conscience à ses interlocuteurs de leur faiblesse. Alors si ces interlocuteurs avaient du prestige, eh bien ce prestige en prenait un sacré coup. D'autant que les discussions à l'époque étaient souvent publiques, ou du moins elles se faisaient devant un auditoire plus ou moins nombreux. Les Grecs n'avaient pas la télé, mais ils avaient peut-être beaucoup mieux des discussions parfois passionnantes sur des sujets très divers, et des discussions dont beaucoup étaient publiques. Donc là, il y a un aspect psychologique. On peut comprendre que certains interlocuteurs de Socrate aient détesté ce type-là, ce qui pourrait expliquer en partie le fait qu'il ait été traîné devant un tribunal et finalement condamné à mort. Mais il y a une autre raison, c'est que nos croyances, y compris nos préjugés, nos croyances sont précieuses à nos yeux. Ce sont un peu des boussoles qui nous servent à nous diriger lorsque nous avons des choix à faire. Vous allez très bientôt devoir vous prononcer quant à vos vœux concernant les études post-bac, les études après le baccalauréat. J'imagine, enfin j'espère en tout cas que vous n'allez pas choisir à l'aveugle, au hasard, comme ça, en cochant une croix, n'importe où, n'importe comment. Vous allez vous renseigner. Vous allez vous renseigner sur le type d'études, sur le type d'enseignement que vous allez recevoir si vous choisissez tel IUT, telle faculté, telle formation. Vous allez vous renseigner concernant les débouchés en termes d'emploi, en termes de métier. Et vous allez donc essayer de choisir à la fois des choses qui vous intéressent, des études et un métier qui vous intéresse, et puis quelque chose qui est susceptible de vous apporter un emploi. Seulement, vous pourrez sans doute pas tout vérifier. Supposons qu'il y ait tel type d'études qui débouche actuellement sur un emploi à peu près assuré, qui vous dit que ce sera le cas dans 3 ou 4 ans. Les circonstances, la conjoncture économique peut changer d'ici là. Donc il y aura forcément une part de croyance, une part d'opinion dans vos choix. Or, que fait Socrate et que fait en général un philosophe? Eh bien, il nous fait prendre conscience que nos croyances ne sont que des croyances, c'est-à-dire des idées douteuses, des idées qui ne sont pas absolument fiables et qui peuvent éventuellement être très fausses. Donc, vous comprenez bien que
ça peut être éventuellement très désagréable de voir quelqu'un qui s'attaque à nos croyances, y compris à nos préjugés, parce que nos croyances sont précieuses à nos yeux. Elles sont des boussoles qui nous servent à nous orienter, à prendre nos décisions. Si vous êtes en plein désert et qu'on vous fait prendre conscience que la boussole qui vous sert à vous orienter pour sortir de ce désert est peut-être complètement fausse, peut-être qu'elle est faussée par exemple par le fait qu'il y a des gisements de fer à proximité qui orientent votre boussole non pas vers le nord mais vers ce gisement, alors là vous allez être très mal et peut-être avoir de la colère envers la personne qui vous a renseigné sur le manque de fiabilité de cette boussole. Du coup, vous êtes peut-être en train de vous dire, là, mais qu'est-ce que c'est que ce prof de philo complètement débile, qui nous apprend que la philo c'est désagréable, c'est déboussolant, inquiétant, insécurisant, et peut-être même, dans certains cas, ça peut mener à la mort. Bon. En gros, donc, c'est quoi l'intérêt de tout ça? À quoi ça nous mène? Qu'est-ce que ça peut nous apporter de faire de la philosophie? Alors, j'ai 3 réponses à cela. J'en ai 3 au moins. Mais avant, je voudrais quand même un petit peu vous rassurer concernant les croyances. Il peut se faire que vous soyez très très attaché à une croyance, qu'elle soit religieuse ou pas. Et il peut se faire aussi que, au cours de l'année, on étudie un philosophe qui émette des doutes concernant votre croyance. Bon, ça ne veut pas forcément dire que vous allez vous détacher de cette croyance. Mon expérience me montre que quand on est extrêmement attaché à une croyance, quand on en a besoin pour vivre, qu'elle soit vraie ou fausse d'ailleurs, eh bien, même les arguments les plus solides ne suffisent pas à mettre en doute cette croyance. C'est-à-dire qu'on va, contre vents et marées, s'y attacher, hein, comme à une bouée de sauvetage ou comme à une boussole, justement. Bon. Donc, si à un moment donné, j'arrive à vous faire mettre en doute certaines de vos croyances, c'est probablement parce que vous aurez déjà vous-même commencé un petit peu le travail de votre côté, avant même de faire de la philosophie. Il y avait déjà sans doute des choses qui vous paraissaient un peu curieuses, et je vous aiderai à aller un peu plus loin dans ce doute, et peut-être, pourquoi pas, à trouver une solution plus satisfaisante que celle que vous aviez trouvée jusqu'à présent pour répondre à vos questions. Alors maintenant, j'en viens aux 3 réponses que j'ai mentionnées plus haut concernant la question à quoi ça sert, quel est l'intérêt de tout ça, quel est le but de faire de la philosophie. Alors, première réponse, je pars du principe qu'il y a en chaque être humain une certaine curiosité, un désir de connaître la vérité concernant le monde qui nous entoure et concernant nous-mêmes. Si nous avons cette curiosité, alors je crois que la philosophie est utile, voire indispensable, parce que justement elle nous permet de nous dégager de nos préjugés, d'aller au-delà d'une simple croyance, d'une simple opinion, et d'acquérir quelques connaissances dignes de ce nom. Donc ça c'est un premier point, je n'insiste pas là-dessus parce que j'en ai déjà parlé au fond tout à l'heure. Deuxième point, je vais être un tout petit peu plus long, il me semble que la philosophie, justement parce qu'elle nous aide à être plus en phase avec la réalité, à connaître mieux la réalité telle qu'elle est, elle est aussi ce qui nous permet d'être plus heureux. Je ne dis pas que ça va suffire, mais c'est un élément qui peut nous aider à découvrir le bonheur. Alors, ce serait trop long d'argumenter en détail cette thèse qui ne va pas du tout de soi. On en reparlera de toute façon au cours de l'année parce que le thème du bonheur est à votre programme. J'aimerais simplement partir d'un exemple pour vous montrer que cette thèse est plausible. C'est l'exemple du jugement qu'on peut porter sur soi-même. Nous avons toujours tendance à nous surestimer ou bien à nous sous-estimer. Et ma thèse, c'est que c'est source de souffrance dans les deux cas. Quand on se sous-estime, évidemment,
on n'a pas une très haute opinion de soi-même et on en souffre. On en souffre parce qu'on a le sentiment qu'on est en décalage par rapport à ce qu'on pourrait être ou à ce qu'on devrait être. On n'est pas en paix avec soi-même. Mais quand on se surestime, je crois qu'on en souffre aussi, tôt ou tard. On en souffre d'une part parce que, on va se faire des illusions, on va croire qu'on a plus de pouvoir qu'on ne l'a réellement, et tôt ou tard, donc on va tomber de haut, on va s'apercevoir qu'on n'était pas si puissant, si extraordinaire que ça, on va souffrir. Mais il y a une autre raison, c'est que quand on se surestime, c'est souvent par rapport aux autres. Or, je suis persuadé que le mépris des autres entraîne aussi en même temps un mépris de soi. Je vais illustrer cela par deux exemples particuliers. L'exemple du machisme et l'exemple du racisme. Quelqu'un de machiste, c'est quelqu'un qui a du mépris pour tout ce qui est féminin. Or, je suis persuadé qu'il y a en tout être humain, qu'il soit homme ou femme, du féminin et du masculin. Le machiste, donc, c'est quelqu'un qui aura tendance à mépriser non seulement les femmes, mais aussi une part de lui-même. Et donc, il ne sera pas en paix avec lui-même. Il ne sera jamais complètement satisfait de soi. Et donc, il risquera fort d'être malheureux. Pour le racisme, c'est un petit peu la même chose. Quand on est raciste, on s'interdit en quelque sorte d'aimer ou d'admirer d'autres groupes que celui auquel on appartient, et en particulier d'autres cultures, d'autres musiques, etc. Enfin, on a des préjugés très forts, alors même qu'une part de soi-même peut très bien être attirée par ces cultures qu'on méprise. Je vais prendre l'exemple du jazz, musique afro-américaine, qui a été très méprisée au début du XXe siècle, notamment parce qu'il y avait un mépris à l'égard des Noirs. Chez les nazis, comme on peut le voir sur cette image de propagande, le jazz était non seulement associé aux Noirs, mais également aux Juifs. Dans leur obsession antisémite, les nazis imaginaient que les Juifs avaient un complot contre la grande civilisation aryenne et qu'ils utilisaient les Noirs pour détruire la civilisation blanche, occidentale, aryenne. Or, cet exemple est particulièrement intéressant parce que le jazz, avec ses mélodies entraînantes, pouvait à la fois susciter du mépris, mais en même temps de l'intérêt, de la fascination, de la curiosité, voire de l'amour. La propre femme de Hitler, Eva Braun, aimait le jazz, et dans le bunker où étaient enfermés Hitler et ses proches à la fin de la Seconde Guerre mondiale, à Berlin, Eva Braun a voulu qu'on danse sur du jazz. Donc ça veut dire que les nazis avaient gardé quand même quelques disques, même si cette musique était interdite. Il y avait certainement une part des nazis qui aimaient bien écouter en secret cette musique, probablement en ayant honte en même temps de l'écouter. De la même manière qu'ils pouvaient apprécier quelques poèmes du poète juif Heinrich Heine, dont ils ont gardé, paraît-il, un poème, un des poèmes les plus célèbres, La Loreley, tout en prétendant que c'était l'œuvre d'un anonyme. Ils ont voulu enlever les origines juives de cette poésie, tout en le gardant. Donc là, avec cet exemple-là, on voit bien que le mépris des autres, et des autres cultures en particulier, peut très bien entraîner un mépris de soi-même. Au fond, refuser les autres, c'est souvent, sinon toujours, refuser une partie de soi. J'en viens maintenant à la troisième raison pour laquelle je vous encourage à faire de la philosophie, pas uniquement pour le bac, mais également pour vous-même, pour votre propre vie, c'est que la philosophie a un certain rapport avec la liberté. La philosophie est un moyen de devenir plus libre. On a vu tout à l'heure que la philosophie est un effort pour se débarrasser de tout préjugé, pour penser sans préjugé. Or, un préjugé, bien souvent, sinon toujours, un préjugé, c'est quelque chose qui a été pensé avant nous, par d'autres que nous.
c'est peut-être pas le cas de tous, mais en tout cas beaucoup d'entre eux, viennent de la famille, de l'école, des médias. Et si nous nous contentons de répéter ce que nous avons appris sans réfléchir, sans nous approprier cela, sans esprit critique, eh bien, nous sommes condamnés à vivre comme des moutons. Non seulement notre pensée ne sera pas libre, mais également notre action. Pourquoi? Parce que notre action donc ne sera pas libre. Pourquoi? Parce que il y a des rapports étroits entre pensée et action. Je l'ai dit tout à l'heure, nos opinions, nos croyances sont comme des boussoles. C'est en fonction de nos idées, de notre manière de nous représenter le monde et nous-mêmes, que nous prenons nos décisions. Donc si notre pensée n'est pas libre, si elle a été façonnée par d'autres que nous, si nous avons subi passivement une certaine manière de penser, eh bien nos actions ne seront pas libres non plus. Je donne 3 exemples d'emprise que d'autres que nous peuvent exercer sur notre pensée et donc sur notre vie. Un exemple politique, un exemple religieux, un exemple commercial. Si nous adhérons sans esprit critique à un discours politique, eh bien, nous pourrons devenir esclaves d'un démagogue, c'est-à-dire de quelqu'un qui manipule les foules par un discours séduisant. Là, on voit sur cette image Charlie Chaplin et un autre acteur dans le célèbre film Le Dictateur de Chaplin, et on reconnaît évidemment Hitler et Mussolini. Une autre forme d'emprise, une autre forme de domination qui peut s'exercer sur les esprits et donc sur les corps aussi, c'est l'emprise religieuse. Alors, on reparlera certainement de la religion au cours de l'année, la religion qui est d'ailleurs est un thème au programme dans les séries générales. Je dis pas que toutes les religions sont nécessairement une forme d'esclavage, mais en tout cas, il est certain que dans quelques cas, au moins, il peut y avoir une emprise morale, intellectuelle, affective de certains individus très charismatiques et séduisants sur des gens qui perdent ainsi leur liberté dans certains groupes religieux, notamment ceux qu'on appelle de manière péjorative les sectes. Vous voyez ici une image qui vient d'un sketch télévisé fait par des inconnus qui sévissaient, un groupe d'humoristes, les inconnus, qui sévissaient dans les années 90. Enfin, nous vivons dans une société de consommation où nous sommes incités souvent à acheter des produits parfaitement inutiles, par la publicité notamment, et nous pouvons devenir esclaves de cette publicité si nous n'avons pas un minimum d'esprit critique. Vous voyez ici une planche extraite, ou plutôt une case, extraite d'un album d'Astérix, Obélix et compagnie, de Goscinny et Uderzo, qui est une satire du capitalisme et plus précisément une satire de la société de consommation. Pour conclure, donc, je dirais que la philosophie a à la fois un intérêt en elle-même. Si nous avons un peu de curiosité, nous pouvons avoir du plaisir à nous détacher de certains préjugés et à devenir un peu plus sage, un peu plus savant. Mais la philosophie a aussi un intérêt pratique, c'est-à-dire qu'elle peut nous aider dans nos décisions, dans notre vie de tous les jours, dans nos actions. Elle peut nous aider à être à la fois un peu plus heureux et un peu plus libre. C'est en tout cas ce que j'essaierai de vous montrer cette année.